Bonjour David Fuenquinos, Bonjour Anna. merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et de nous avoir reçus chez vous. Avec plaisir. Alors, vos romans sont souvent prédestinés aux adaptations cinématographiques. Pourtant, ce n'est pas du tout une fin en soi pour vous. Il vous arrive même de refuser certaines propositions, comme c'était pour Vers la beauté. Quelles sont les conditions qui vous poussent à franchir le pas vers le cinéma ou au contraire à préserver le caractère littéraire de vos œuvres? Oui, c'est vrai. Alors souvent, on me dit que mes livres sont assez cinématographiques, mais je pense que tous les romans le sont par essence. Surtout, moi, j'ai un grand goût et une excitation pour les histoires. Je veux qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de propositions, mais je veux pas que tous mes livres deviennent des films. J'adore l'idée qu'un roman reste un roman. Comme ça, le lecteur se fait son propre film, son propre imaginaire. C'est vrai que quand j'ai fait La Délicatesse, notamment avec Audrey Tautou et François Damiens, quand on a réalisé le film avec mon frère, quand on lisait le livre, on pensait forcément à Audrey Tautou après. Donc de temps en temps, s'il y a un projet très très intéressant, pourquoi pas. C'est vrai que tu as mentionné Vers la beauté, c'est un livre qui est actuellement plus lu même que Charlotte ou La Délicatesse, et ça, je n'ai pas très envie qu'il soit adapté. Vous êtes traduit dans une quarantaine de langues. Moi-même, je vous ai découvert à travers la traduction arménienne de Charlotte. Okay. J'aimerais savoir quel est votre rapport à la traduction littéraire, à vos traducteurs, à vos éditeurs. Est-ce que vous vous intéressez au parcours éditorial de vos traductions, à leur réception à l'international? Oui, bien sûr. Alors, y a même certains traducteurs avec qui je suis ami, notamment mon traducteur allemand. C'est toujours passionnant en fait les discussions que je peux avoir. J'ai plein d'histoires très drôles. Par exemple, mon livre numéro 2 sur le casting d'Harry Potter, mon éditrice anglaise, elle m'a dit voilà, on peut surtout pas l'appeler Number 2. Enfin, je dis pourquoi, c'est trop bien comme titre, mais elle m'a expliqué que Number 1 c'est faire pipi. Donc en fait, voilà, on a dû changer, ça s'appelle Second Best. J'ai plein d'histoires très marrantes avec les traductions et c'est très intéressant sur la langue. Après, honnêtement, je ne peux vraiment pas vérifier, puisque je parle à peine le français, donc je peux pas vérifier si c'est des bonnes traductions ou pas. Vous avez des lecteurs étrangers qui vous contactent, qui partagent leurs émotions avec vous, leurs impressions? Beaucoup, alors j'ai la chance de beaucoup voyager. Et maintenant que j'ai depuis très peu de temps un compte Instagram, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages, notamment de lecteurs d'Amérique du Sud, d'Espagne. Beaucoup effectivement, d'étrangers, un peu de tous les pays. Là en ce moment j'ai beaucoup de messages de Turquie. Donc c'est très, c'est extrêmement émouvant. Mais bon, j'ai des lecteurs aussi à Limoges, c'est très bien. Vos livres sont très variés, avec des univers extrêmement différents. Pourtant, il y a un élément qui revient comme un leitmotiv dans presque tous vos romans. L'art, il est omniprésent dans votre écriture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il revient souvent sous forme de consolation, comme un moyen de sauvetage. Et la seule exception semble être les deux sœurs. Ouais. Où la personnage principale, Mathilde, professeure de français, passionnée par les romans anglais du 19e siècle, mais aussi par Flaubert, il semble que l'art, plus précisément la littérature, a une grande part de responsabilité dans son malheur. Je cite, « Le vrai problème, c'était les livres. Mathilde en avait trop lu. On ne pouvait pas être heureux quand on avait trop lu. Tous les malheurs venaient de la littérature. Elle enviait le manque de culture littéraire de sa sœur. Elle enviait cette vie où Flaubert n'était qu'un vague souvenir scolaire. » Alors, finalement, est-ce qu'on peut avoir une vie heureuse? C'est d'ailleurs le titre de votre dernier roman. Quand on a cette sensibilité pour la littérature, pour l'art. Oui, j'en suis la preuve vivante parce que moi la littérature a changé ma vie et quand je me suis mis à lire à l'âge de 16 ans et à écrire, ça a été extraordinaire et la compagnie des livres me console, me sauve et me permet d'être même heureux. Mais ce personnage effectivement qui baigne dans la littérature, qui est professeur de français et se rend compte que finalement voilà, elle vit un drame sentimental, que la littérature ne l'a aidé en rien et que voilà, peut-être que au lieu d'être enfermée dans l'univers des livres et des bibliothèques, elle aurait dû être plus lucide. Donc c'est évidemment pas ce que je pense moi, mais elle, à ce moment-là, elle pense que la littérature ne l'a aidée en rien. Vos livres sont aussi très plastiques dans le sens où ils traversent les profils, les âges.
Ils peuvent être lus et appréciés par tout le monde. Quel est le secret de cette écriture qui touche un éventail si large de lecteurs? Est-ce que vous pensez à un public particulier lorsque vous commencez à écrire, ou bien cette universalité émerge naturellement de vos récits? Je peux pas donner le secret, hein. Il n'y a pas de secret? Non, mais il n'y a pas de secret. Moi, pendant des années, mes livres ont très peu marché, étaient plutôt confidentiels et j'en étais pas du tout malheureux. J'avais quelques lecteurs, c'était formidable. Après, d'ailleurs, quand la délicatesse est devenu un très très gros succès, il y avait un journaliste qui avait écrit que ce livre comportait toutes les recettes du succès. Ce qui était absurde parce que si j'avais les recettes, je l'aurais fait avant. Et j'ai même montré dans ma vie littéraire que j'ai jamais essayé de refaire ce que j'avais déjà fait. Après la délicatesse, j'ai écrit Charlotte. On peut pas faire plus différent. Là, tu as cité Deux Sœurs, c'est un livre très noir. Voilà, chaque livre est très différent. Donc, je n'ai ni recette ni ambition de toucher un quelconque lectorat. Ce qui me touche particulièrement, c'est que les lecteurs continuent à me suivre. Malgré, voilà, certains me disent j'aime moins ce livre-là, je préfère celui-ci. Et ce qui me touche évidemment encore plus, c'est que depuis 2-3 ans, notamment grâce à TikTok et Instagram, je ne sais pas, enfin, j'ai beaucoup de jeunes lecteurs. Et ça, je trouve que c'est bouleversant parce que c'était pas du tout prévu et prédestiné. David Fuenquinos, vous avez un passé de musicien. Non, pas vraiment. Oui, Non. j'ai fait des études de musique, j'ai joué un peu. Vous étiez j'étais professeur de professeur. guitare. Mais un passé, ça fait vraiment l'impression que j'ai une grande carrière derrière moi. Je vais vous éviter ça quand même. La musique n'impacte pas votre écriture parce que j'ai l'impression qu'on trouve une certaine musicalité dans vos phrases, dans certains de vos romans. Est-ce que la musique impacte votre écriture ou... Je pense que pour tous les écrivains, la musicalité est absolument déterminante, prédominante, essentielle. C'est une question de rythme. Pour moi, chaque livre a son propre rythme, a sa propre mélodie, d'une certaine manière. Et je pense que j'ai effectivement été en école de jazz et j'ai été même professeur de guitare, mais quand je me suis mis à écrire, j'ai écrit exactement comme je travaillais mon instrument. Donc avec le sens de la mélodie. D'ailleurs, en jazz, on parle de phraser pour parler des improvisations. Donc ce sont des phrases. Donc, et chaque livre a une tonalité musicale, plus ou moins. Quand j'ai écrit Charlotte, j'écoutais Schubert. Quand j'ai écrit La délicatesse, j'écoutais Souchon. Donc c'est très important. Après, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas mon travail, le plus important, c'est qu'il y ait une musicalité particulière et propre. Votre dernier roman, La vie heureuse, l'idée de départ repose sur un rituel d'enterrement, une pratique assez courante en Corée du Sud. Le livre a paru en janvier 2024, une période qui était assez marquée par une actualité géopolitique et humanitaire assez déprimante. Vous n'aviez pas peur que le livre ne trouve pas son public à cause de cette idée de départ? Oui, alors même au-delà du contexte, j'avais peur qu'un livre qui parle de rituels d'enterrement puisse être considéré comme un peu morbide, un peu gothique. Et c'est un livre qui a eu un accueil extraordinaire, qui est mon plus gros, l'accueil le plus fort depuis Le Mystère en réplique. Parce que pour moi, c'était pas du tout, je l'ai pas écrit et je l'ai pas vécu comme quelque chose de sombre ou de négatif, parce que pour moi, justement, c'était une réflexion sur la façon de décomplexer son rapport à la mort. Et ce rituel est extrêmement bénéfique, fait du bien. En Corée du Sud, voilà, ils se mettent dans des cercueils pour appréhender différemment la vie. Et donc le livre s'appelle La vie heureuse. Et malgré ce côté extrêmement morbide que tu viens de souligner, il est vrai que pour moi, c'est plutôt un livre optimiste. Et en tout cas, un livre qui donne envie, peut-être, ou en tout cas qui tente de donner envie d'aimer la vie d'une manière plus douce et plus simple. Donc non, mais j'avais peur, je me suis dit tout le monde va trouver ça hyper glauque, surtout en France, dès qu'on parle de la mort, Oui. si tout le monde est crispé. Mais je fais jamais Je suis obsédé par mon sujet quand je commence un livre. Je me dis pas, tiens, que va penser le lectorat? Est-ce qu'il va être effrayé? Est-ce qu'il va aimer? C'est indéchiffrable et insondable. Dans l'un de vos premiers romans, Inversion de l'idiotie, vous faites de Milan Kundera un personnage. Oui. Ce qui attire son attention, il vous contacte, il vous envoie des dessins, il salue également votre roman La délicatesse. Tu sais beaucoup de choses. Oui, parce que Merci. je suis une grande fan de votre littérature, je connais bien. Alors,
Pourriez-vous nous raconter cet échange et l'impact qu'il a eu sur vous et, parce qu'il a été votre idole à l'époque, en tout cas une figure littéraire très importante pour vous. Complètement, ça fait partie des choses magnifiques de ma vie littéraire, de ma vie tout court d'ailleurs. J'ai lu quand j'étais à l'hôpital l'insoutenable légèreté de l'être à l'âge de 16 ans. Ça a été un choc. Et j'ai lu beaucoup Kundera, et puis quelques années après, effectivement, il s'est retrouvé comme un personnage de mon premier roman. Le hasard a fait que j'ai envoyé ce manuscrit par la poste et qu'il a été publié chez Gallimard. Donc il était à l'époque au comité de lecture, il était auteur chez Gallimard, il a été au courant de ce livre, où il était un personnage enfin, j'avais raconté des choses un peu marrantes autour de lui. Et donc j'ai eu la chance de le rencontrer à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui était d'une grande bienveillance avec les jeunes écrivains. Enfin, en tout cas, avec moi, il a été vraiment adorable. Il m'a effectivement après envoyé des dessins, il m'a téléphoné souvent. Je discutais avec lui avec une angoisse totale parce que j'étais tellement impressionné, ne serait-ce que d'entendre sa voix. Mais il était exactement comme ses livres, il y avait quelque chose d'un peu pétillant et grotesque. Moi, quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Ah, c'est vous, David Fuenquinos, c'est ma femme Vera qui est en train de lire votre livre avec ses lunettes grotesques. » C'était en quelle année? Ça, c'était en 2002. Et puis voilà, je pense qu'il y a eu toute une période où je ne sais pas pourquoi il a été plutôt mal apprécié ou pendant quelques années par la critique française. Et là, il est d'une manière assez incontestable un écrivain mondialement reconnu et avec beaucoup de flamboyance. Et il a inspiré énormément d'écrivains, j'en suis sûrement le premier, par son rapport entre la philosophie, la politique, la sentimentalité, cette façon d'écrire des romans qui ressemblent à des essais ou des essais qui ressemblent à des romans. Vous avez des habitudes d'écriture, un environnement ou un rituel qui vous aide à écrire? J'aime bien écrire dans mon lit le matin plutôt, mais d'une manière générale, je pense que pour moi, l'écriture, c'est pas quelque chose qui se délimite du tout. Ni dans le temps, ni dans l'esprit. Je pense que quand j'écris un roman, je l'écris tout le temps. Donc j'ai pas de rituel, hormis le fait que parfois j'aimerais mettre mon cerveau en veille. Mais l'écriture, c'est une soumission à l'obsession. Et donc, c'est tout le temps, en fait. Là, on se rend compte, parce que je viens de finir mon prochain roman et que j'ai une phase un peu de tranquillité de mon esprit, avant de vite retrouver un projet. J'ai besoin d'avoir toujours plein de projets en tête. Donc, vous venez de terminer votre nouveau roman. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques détails concernant ce roman? Scoop international. Non. Alors mon livre, là, au moment où on se parle, on est en octobre 2024. Il sortira en février 2025, donc dans 4-5 mois. C'est un livre qui va s'appeler « Tout le monde aime Clara » et qui parle... moi, j'ai eu une expérience de mort à l'âge de 16 ans. Je l'ai raconté un peu autour de la vie heureuse. Ça m'a rendu extrêmement mystique. Je crois beaucoup aux signes. C'était présent aussi dans mon roman Charlotte. Cette étrange attirance, le sentiment de connaître quelqu'un avant de le rencontrer. Et donc, ce livre-là est globalement porté par tout ce côté mystique et ésotérique, puisque c'est une jeune héroïne qui va développer des dons de voyance. Donc ça parle un peu de voyance, de numérologie. Et puis parallèlement à ça, c'est l'histoire d'un écrivain qui n'écrit plus et qui anime des ateliers d'écriture. Donc c'est un peu leur rencontre. Je ne sais pas si j'ai bien résumé parce que c'est la première fois que je parle de ce livre. Très bien, parfait, on est les premiers. Après cette première partie de notre interview, axée plutôt sur votre écriture, je vous propose qu'on dresse votre portrait chinois. J'ai préparé quelques questions. Je vous invite à y répondre sans trop réfléchir. C'est pas facile ça. Hein. Ok. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Si vous étiez un livre, vous seriez? Alors si j'étais un livre, je serais Un homme de Philippe Ross. C'est un de mes écrivains préférés et c'est un livre de 150 pages qui parle de la maladie, l'amour, la sexualité, le corps, la vieillesse. Pour moi, c'est le roman total et absolu. Si vous étiez un personnage littéraire, vous seriez? Ah, si j'étais un personnage littéraire, je vais pas dire l'idiot de Dostoïevski,
parce que j'adore ce personnage qui finalement devient intelligent au bout d'un moment. Oui, moi je vais dire ça, j'aurais pu dire Solal, très flamboyant, mais je vais dire l'idiot de Dostoïevski. Si vous étiez une œuvre d'art, vous seriez? Si j'étais une œuvre d'art, je serais sûrement j'allais dire Chagall, mais je pense que un tableau de Charlotte Salomon, où elle peint Alfred. Si vous étiez une couleur, Une couleur, le violet ou le mauve plutôt. Le mauve est assez mélancolique. si vous étiez un lieu, vous seriez? Un lieu, je pense que je serais Berlin. Voilà. J'aime beaucoup l'Allemagne, peut-être que c'est lié aussi à toutes mes recherches sur Charlotte Salomon. Mais bon, si vous me posez la question demain, peut-être que je répondrai autre chose. Si vous étiez un plat, vous seriez? Un plat, Oui. je serais un plat italien. Si vous étiez un film, vous seriez? Un film, je serais le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un film de Michel Gondry, avec Jim Carrey et Kate Winslet. Voilà, qui est un film qui me fascine sur l'idée qu'on puisse effacer la mémoire amoureuse en cas de souffrance. Et puis les personnages se retrouvent quand même. Si vous étiez une chanson ou une œuvre musicale? Il y en a beaucoup, hein. Je pense que ça serait une chanson de John Lennon. Ça serait Mind Games, qui veut dire donc les jeux de l'esprit, hein, parce que je suis totalement bilingue. Voilà, c'est une chanson qui est assez vertigineuse. Et j'ai écrit un livre sur John Lennon, mais après voilà, il y a tellement de chansons qui viennent à l'esprit, je me dis pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas dit ça. Mais je n'ai pas préparé cette interview et voilà. Si vous étiez un moment de la journée, vous seriez? Je sais que ça serait tellement plus cool, tellement plus écrivain, tellement plus rock, tellement plus chic de dire la nuit à 2h du matin, mais je crois que mon moment préféré c'est 8h35 le matin. Si vous étiez une émotion, vous seriez? La mélancolie. Mais la mélancolie joyeuse. Si vous étiez une citation, vous seriez? Je serais une citation de Aragon qui dit en vain la raison me dénonce la dictature de la sensualité. Je suis assez fasciné par cette expression de la dictature de la sensualité. Et je pense que quand on est écrivain, on est soumis à cette dictature. Très bien, on va conclure avec cette citation. Merci beaucoup. C'est bon. Si j'étais une interview, je serais Anna. Merci beaucoup, David, pour une